Amis du jour, bonjour. Je vais te laisser te présenter. Donc moi je m'appelle Perrine Kretz. Aujourd'hui on va parler de neurosciences, donc c'est pour ça que je suis en fait une invitée. Et donc, du coup, moi j'ai fait un doctorat en neurosciences à Strasbourg, à l'IGDMC, à Kirch, que j'ai terminé en 2021. Je pense qu'on va pouvoir aborder différents thèmes au fur et à mesure. Je suis très contente d'être ici. Plaisir partagé. J'ai une compagnie assez particulière dans les anciens formats. Du coup, les neurosciences. On comprend la science des neurones. Je suppose que ça parle de l'étude du cerveau et d'autres choses. Oui, alors il y a le cerveau, mais il n'y a pas que le cerveau. Il y a aussi le système nerveux en général. Mais on a tendance à souvent le limiter au cerveau. Il y a aussi les épinières, les nerfs, maintenant le deuxième voire le troisième cerveau, qui sont les systèmes nerveux entériques, les systèmes nerveux cardiaques. C'est un domaine qui est en expansion, on va dire, parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'interactions entre les différents systèmes nerveux qu'avant on n'utilisait pas forcément. Il y a les neurones, mais pas que, parce que ce n'est pas les seules cellules qui sont dans le système nerveux. C'est pas que le cerveau, c'est pas que les neurones, c'est un peu plus vaste. Et c'est un domaine qui va aussi jusqu'à la psychologie, jusqu'à les maladies du cerveau, le fonctionnement physiologique aussi, un domaine très vaste. Très bien. Et je trouve ça assez fascinant et intéressant. À quel point le domaine peut être vaste, alors que la science en elle-même, de mes connaissances, est assez récente. Il a fallu attendre le 19e siècle approximativement pour qu'on commence réellement à étudier le cerveau. Ça a commencé avec la phrénologie, qui était une pseudo-science prétendant pouvoir expliquer les comportements humains selon les bosses qu'ils avaient sur le crâne. La neuroscience est venue après celle-ci. Oui, parce qu'à l'époque, on ne savait pas qu'il y avait des neurones, on ne savait pas comment ça fonctionnait. On pensait que c'était un peu comme le système sanguin, parce que c'était juste des tubes, des tuyaux qui faisaient passer des informations d'un endroit à un autre. Et c'est qu'après qu'on a découvert qu'il y avait des neurones et que c'était des cellules bien spécifiques qui fonctionnaient. À quoi ça ressemble un neurone? Alors, je pense pouvoir le dessiner succinctement. Je vais dessiner le schéma du neurone archétypal, on va dire. Mais voilà. Ça, c'est le schéma typique d'un neurone. Donc, qui permet de voir qu'il y a ce qu'on appelle des dendrites, donc ça peut plus ramifié, avec l'entrée d'informations. Ensuite, on a la deuxième partie qui est le soma. Donc là, c'est le cœur de la cellule avec le noyau. Et c'est là où va être traiter toutes les informations qui vont rentrer dans le neurone. Et ensuite, on a un axone unique qui va permettre de retransmettre l'information pour aller se connecter grâce au bouton synaptique ici à des dendrites d'un deuxième neurone, etc., etc. Ça, voilà, ça, c'est la forme, on va dire, une des premières qui a été découverte, mais ensuite, il y a énormément de formes diverses et variées. C'est ça, en gros, le schéma typique du neurone. Et il faut savoir que les informations qui circulent dans le neurone circulent de manière électrique. Électrique? Vraiment? Du coup, c'est très inspiré Frankenstein. Ah oui, c'est pas... Disons que vous avez peut-être compris avant que l'électricité pouvait avoir un impact. Et en effet, oui, c'est pour ça qu'on peut enregistrer l'électroencéphalogramme, l'énergie électrique du cerveau. Ça, c'est un des moyens de savoir comment ça fonctionne un petit peu en dessous. D'accord. Donc, un système électrique. Électrique et chimique aussi. Électrique et chimique, c'est-à-dire que dans le neurone,
c'est transmis de manière électrique. C'est un système un peu complexe d'échange d'ions qui va permettre de faire passer un courant le long de l'axone. Mais par contre, ici, au niveau de la synapse, donc entre la jonction entre l'axone et la dendrite suivante, là par contre c'est un échange chimique parce que les deux neurones ne sont pas directement collés l'un à l'autre. Donc l'électricité ne peut pas passer. Il va falloir changer la nature du message pour pouvoir que ça puisse traverser. C'est donc par des neurotransmetteurs que ce transfert se fait. Les neurosciences sont l'étude des neurones et du système nerveux, musculaire, on va dire. Au-delà de la connaissance, en quoi ça peut nous être utile à l'échelle humaine? En fait, comprendre comment le cerveau fonctionne, c'est aussi comprendre comment le reste de l'organisme fonctionne. Parce que la plupart des systèmes du corps humain sont gérés par le système nerveux. Donc, le système nerveux a une place à jouer dans tous les autres systèmes, que ce soit les battements cardiaques, que ce soit la digestion. C'est le cerveau qui va être un peu la tour de contrôle de ces différents systèmes. Voilà. Et ça permet de centraliser ça. L'extension de ça, c'est de savoir comment notre pensée, parce que c'est aussi partie de neurosciences, c'est comment est-ce que l'on pense, comment est-ce que se font les raisonnements, comment se fait la cognition, et comment est-ce que ça va avoir ensuite un impact sur le corps également. Sur la manière que notre esprit, au final, va interagir avec notre corps. Et ça peut être au niveau physiologique comme pathologique. Pathologique. Si j'ai bonne mémoire, l'autre nom des antipsychotiques sont les neuroleptiques. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire des connaissances si tu en as? Alors, les neuroleptiques, il y a toute une catégorie de médicaments qui vont avoir un impact sur le cerveau, qui vont justement principalement aller toucher la jonction entre les neurones, sur comment est-ce qu'ils vont communiquer entre eux, et du coup soit accentuer, soit diminuer certaines fonctions de notre système nerveux. Donc ça va être augmenter le circuit de récompense dans des cas de dépression par exemple, ou alors arrêter des hallucinations dans le cas où ces neurotransmetteurs sont trop actifs. Ça peut avoir des effets sur la vitesse de pensée, par exemple? Oui, il peut y avoir ça parce qu'il y a la connexion entre les neurones, ça marche en réseau. Donc du coup, c'est un neurone qui va parler à un autre, et donc tout ça, ça prend du temps. Mais plus il va y avoir de boucles, plus il va y avoir de rétroaction, plus ça va prendre du temps pour avoir une réflexion posée. Moins le réseau va être mature ou bien ficelé, plus ça va prendre du temps. Et avec certains médicaments, certaines drogues, on va dire, ou drogues au sens large, pas forcément stupéfiants, mais on peut faire optimiser, on va dire, ces connexions. Les philosophes antiques disaient « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Sous quels paramètres les neurosciences nous ont permis de mieux nous connaître? Au niveau du cerveau, par exemple. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans l'étude du cerveau, c'est de comprendre comment chacune des fonctions, en fait, est spécifique à certaines régions du cerveau. Donc, il y a vraiment la compréhension de chaque structure, donc connaître la neuroanatomie, connaître comment les différentes structures interagissent ensemble. Ça permet de décomposer, au final, même des comportements qu'on va pouvoir avoir. Par exemple, il va y avoir des régions spécifiques qui vont être spécifiques à la réflexion, mais il y aura encore une échelle plus bas. Ça permet de comprendre quelle partie va être pour la gestion des conflits, une autre pour la gestion des émotions, une autre pour la vision, pour tout ce qui est sensoriel, et d'appréhender ça. Ça nous permet aussi de découper quelque chose qu'on a l'air de penser qui est général. Ben voilà, on voit. La vision, c'est quelque chose qu'on trouve normal. Mais par contre, de comprendre comment est-ce que c'est détaillé, ça nous permet aussi d'appréhender qu'est-ce qu'on voit quand on voit. Et qu'est-ce qu'on ressent quand on ressent. En fait, on va ressentir un peu de colère, un peu de tristesse, parce que ça va interagir ensemble. Ou une réflexion. On voit que c'est plus complexe parce que ça va
associer différentes modalités, différentes structures qui sont dans notre cerveau. Ça va jouer avec les battements du cœur, avec qu'est-ce qu'on vient de voir, avec la mémoire. Donc ça permet de comprendre à quel point notre système nerveux, ou même nous, à quel point est-ce qu'on est complexe. Le cerveau est complexe parce que nous sommes complexes. J'ai toujours trouvé amusant le fait que le cerveau soit le seul organe à s'être nommé lui-même. C'était une réflexion que je me suis faite aussi pendant ma thèse, c'était que j'utilisais mon cerveau pour apprendre comment le cerveau fonctionnait. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a cette petite mise en abîme qui est intéressante, parce que c'est lui qui cherche à lui-même se comprendre. Donc, c'est intéressant. Nous allons faire comme Aristote et disséquer pour comprendre. Je te laisse mettre en image notre chef d'orchestre. Alors ça, c'est pareil, ça va être la vision qu'on appelle sagittale, la coupe sagittale du cerveau. Donc, je vais essayer de la dessiner, mais je ne suis pas une expert en dessin. Bien préhistorique non plus, mais on a su comprendre ce qu'il voulait. Donc là, on a à peu près un dessin de cerveau, donc je ne fais pas... c'est vraiment en coupe sagittale. Donc, du coup, on a certaines structures qui sont présentes dans le cerveau. Donc là, on a cette première partie, qui se situe, en fait, c'est la partie qui est vraiment autour du cerveau. On appelle le cortex. Je vais mettre un bleu. C'est cette partie-là. Et qui est en fait la partie consciente, qui nous permet d'être conscient de toute une partie qui va se situer au niveau médian, qui va être par rapport à la motricité. Une autre un peu derrière qui va permettre tout ce qui est sensorialité. Ensuite, à l'arrière, on a ce qu'on appelle le cortex visuel, qui nous permet de traiter toutes les informations visuelles. Le cortex associatif, qui nous permet de moduler, enfin d'associer les différentes modalités. Et à l'avant, donc le cortex frontal, préfrontal, ceux-là ils sont plus utilisés pour tout ce qui est réflexion, en cognition. Et on travaille les méninges. Alors les méninges, il y en a partout. En fait, les méninges, c'est l'enveloppe qu'il y a autour de notre cerveau. Donc c'est une sorte de membrane qui permet l'interaction et surtout la protection. Ah, la protection de la boîte crânienne. Oui, alors on a autour de ça, on a notre tête. Et donc on a la boîte crânienne, le liquide céphalorachidien. Et vraiment, c'est vraiment à la surface de notre cerveau que sont les méninges. Donc les méninges ne sont pas impliqués directement dans la réflexion, c'est pas des neurones, mais ça va être une membrane qui a une importance fondamentale. C'est une protection, une sous-protection. C'est une protection et qui permet aussi d'avoir des échanges, qui permet aussi la vascularisation, tout ça. D'accord. Du coup, faire travailler ces méninges, c'est un habit de langage. C'est un habit de langage, mais il y a aussi le fait de faire un travail de ces méninges. En fait, c'est eux qui vont aussi permettre de rapporter tout ce qu'il faut aux neurones qui sont en dessous. J'ai la vision de, je pense visualiser. Je l'ai vu dans un film Hannibal. Et ou peut-être les enlever un peu plus. Donc ensuite, là on a le cortex. Et pour communiquer, il faut aussi savoir que notre cerveau, donc il est double. Un cerveau gauche, un cerveau droit. Oui. Et en fait, il faut que tout ça puisse communiquer entre eux. Pour ça, il y a une structure qui est très importante, qui s'appelle le corps calleux. Et en fait, qui est un peu une autoroute dans des petits neurones qui ont leur corps cellulaire ici. Et en fait, qui vont envoyer leur axone au travers de toute la couche du cortex et les faire partir dans le corps calleux pour qu'ils aillent se connecter, par exemple de l'autre côté, avec un neurone du cortex préfrontal, par exemple. C'est comment un neurone associatif va aller donner une information au cortex préfrontal pour qu'il puisse avoir une réflexion sur l'association que cette partie du cerveau a fait entre le cortex visuel et le cortex sensoriel, par exemple. Je vois. Donc ça c'est la grande autoroute. Elle nous permet de communiquer entre la gauche et la droite. Ensuite, il y a énormément de structures différentes, mais par exemple, on a ici le thalamus, ce qu'on appelle les structures sous-corticales. En fait, le thalamus, lui, ça va être un peu le hub qui va rassembler la plupart des informations sensorielles qui vont venir de la moelle épinière. Donc, par exemple, si maintenant je me fais pincer, ça fait mal, ou même un toucher,
En fait, l'information va remonter le long du neurone qui est dans le nerf de mon bras, va se brancher au niveau de ma moelle épinière. Et ensuite, cette information va revenir et va d'abord faire une première étape dans le thalamus. Et c'est le thalamus qui va ensuite faire intégrer en fait cette arrivée sensorielle dans le reste du cerveau. D'accord. Et par conséquent, l'information met plus de temps pour les gens plus grands. Oui, on pourrait dire, ou pour une girafe par exemple, une fois qu'elle se cogne le pied, elle va avoir un peu plus de temps. Oui, parce qu'il y a une vitesse, mais c'est la vitesse de l'électricité. Parce que là, quand on est dans le neurone, c'est vraiment la vitesse d'un courant électrique. D'accord. Une fois qu'on passe d'un neurone à l'autre, où là, il y a un ralentissement qui se fait. Mais c'est des choses qui sont quand même très, très rapides. À l'échelle humaine, même à un mètre de différence. Ensuite, donc on a aussi d'autres structures au milieu du cerveau. Donc, par exemple, on a l'amygdale, qui est la structure qui va permettre de gérer les émotions, donc tout ce qui est peur. On a le système de récompense, qui est un système très, très important aussi, donc avec le striatum. Et avec Dopamine. l'hormone de la dopamine, si je me trompe. C'est ça, ouais. Et du coup, voilà, la dopamine, ça va être le neurotransmetteur qui va nous permettre d'optimiser les comportements mis en place. C'est-à-dire que dès qu'il y a une réussite dans un type de comportement, que ce soit du tactile, quand un enfant apprend à boire, au début il se met partout, dès qu'il arrive à le faire, ok, il va y avoir un boost de dopamine pour valider. Mais ça, c'est ce qu'il faut faire. Et donc ça permet de la motivation, ça permet de l'apprentissage. Et par contre, à l'autre bout de la vie, on va dire, par exemple, c'est aussi cette hormone-là qui est impliquée dans la maladie de Parkinson. Donc du coup, Parkinson, on connaît par rapport au tremblement. Oui. Mais en fait, ces tremblements sont dus à un défaut de... On ne sait plus exactement comment il faut faire pour tenir le verre. Donc du coup, il y a plus cette hormone qui dit, bah voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Ou il peut y avoir aussi des défauts de motivation, en fait, justement, là, Parkinson, c'est pas juste les tremblements, c'est loin de là. La dopamine est également très importante dans tout ce qui est dépendance. Toutes les drogues, on va dire stupéfiantes, qui ont un aspect de dépendance, vont à un moment ou à un autre avoir un impact sur le système dopaminergique. Et c'est ça qui va faire qu'on aura envie d'augmenter la dose. Toujours plus et toujours plus longtemps. C'est ça. On a également le cervelet. Le cervelet qui va permettre de réguler, c'est bien entendu, là, il y a de plus en plus de recherches sur le cervelet, c'est de plus en plus complexe à connaître l'impact que ça a. Mais à la base, on pensait que c'était sûrement seulement impliqué dans les réflexes. On en prend maintenant un peu, même dans la cognition, de plus en plus de rôle du cervelet est de plus en plus. C'est une chose que j'ai toujours trouvée amusante dans la science. Plus elle s'approfondit, plus on comprend qu'on comprend. Ouais. C'est exactement ça. La recherche, la science, c'est vraiment prendre l'ensemble des connaissances comme si c'était une bulle et essayer d'augmenter un petit peu cette bulle, mais en fait, c'est infini. Et les ramifications que ça a, on n'arrête jamais, c'est ça qui est intéressant dans le domaine des sciences. Il y a également d'autres structures qui peuvent avoir des rôles aussi. Moi, ma structure préférée, c'est ici. C'est à la jonction entre ce qu'on appelle le cortex singulaire antérieur, qui permet de faire la jonction entre le système des émotions, principalement, et le reste du cortex. Et alors cette structure, elle est impliquée notamment dans tout ce qui est gestion des conflits, mais pas conflits entre deux personnes par exemple, mais conflits entre... En fait, notre cortex, il est fait pour anticiper les choses. Anticiper, ben voilà, je vais lancer cette action, je vais dire au corps d'aller attraper ça, et donc il va faire des anticipations. Et en fait, cette structure-là, elle va être active au moment où l'anticipation de cette action n'est pas arrivée au bout. Donc je vais essayer d'attraper le verre, alors en fait, j'y suis pas arrivée, comment est-ce que je vais réorganiser tout le cerveau et tout le corps pour réussir à arriver à ça. Et je trouve que c'est justement cette structure qui est un peu interface entre on fait des prévisions, cette prévision n'arrive pas, comment est-ce qu'on va s'adapter. Et du coup, c'est parce que j'ai principalement travaillé sur cette structure pendant ma thèse.
parce que je travaillais sur l'autisme et sur les causes génétiques de l'autisme, et j'avais trouvé qu'il y avait un des gènes qui faisait que cette structure était atrophiée, était plus petite, et donc du coup on pouvait essayer de comprendre ensuite comment cette molécule était impliquée dans cette structure et du coup dans l'autisme qu'on était en train d'étudier. Et justement la gestion de conflit, c'est quelque chose qui dans l'autisme est quelque chose d'important. La nécessité d'avoir des choses régulières, de ne pas... voilà, c'est un des symptômes qu'on observe chez les patients autistes. Ensuite, il y a également une autre glande très intéressante, qui s'appelle la glande pinéale, qui est située ici, qui est, on va dire, en plein milieu du cerveau. On appelle aussi l'épiphyse. Et alors celle-là, elle est intéressante, elle est impliquée dans la régulation notamment des cycles veille-sommeil. Mais donc, quand on étudie un peu l'histoire des sciences, et notamment des neurosciences qui ont été plutôt l'histoire de l'esprit, comment est-ce que la conscience en fait était intégrée dans le corps. C'était cette structure que Descartes avait postulé qu'elle était du coup la zone où Dieu rentrait en contact avec le cerveau. Et du coup la conscience en fait serait présente dans cette glande pinéale. Après, je peux en parler comme dire, il y a encore plein de structures qui... Oui. Une question me survient concernant les deux hémisphères du cerveau, le droit et le gauche. Je sais que chaque partie du cerveau contrôle son opposé corporel, sauf les yeux, si j'ai bonne mémoire. Non, les yeux aussi, il y a une décussation. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les fibres vont se croiser et aller dans la partie du cerveau opposée. C'est-à-dire que notre cerveau droit gère le côté gauche de notre corps. Et pareil pour les yeux. Il paraît qu'un côté du cerveau est plus rationnel et l'autre plus émotionnel. Est-ce que tu pourrais nous en dire? Ce qu'il y a, c'est que voilà, notre cerveau n'est pas complètement symétrique. Mais on a notamment au niveau du cerveau gauche deux régions qui s'appellent la région de Wernicke et la région de Broca. En fait, sont principalement... alors, on t'écoute. Broca-Wernicke étaient du coup des neuroscientifiques à l'époque, on avait ça comme ça. Et en fait, ils ont vraiment essayé d'étudier et de comprendre quelle zone du cerveau servait à quoi. Et donc, du coup, ils ont trouvé, notamment par l'étude de patients qui étaient atteints dans ces zones-là, que c'était des zones qui étaient impliquées dans le langage. L'un dans le langage parlé, c'est-à-dire que l'articulation du langage, et l'autre dans quelle est la signification des mots qu'on dit. En fait, ces deux régions-là sont situées à gauche de notre cerveau. Et donc, du coup, c'est-à-dire que tout ce qui est logos, tout ce qui est le fait de parler, de s'exprimer, en fait, va avoir plutôt tendance à être traité par notre cerveau au niveau gauche. Et donc, du coup, au niveau droit, il n'y a pas rien, mais c'est plus des zones associatives. Donc, ils vont aller chercher plusieurs modalités, notamment sensorielles. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on souvent on associe le cerveau droit plus à la créativité, parce que ça va aller chercher des informations et faire des assemblements plus complexes qui peuvent être liés de la créativité, alors que le cerveau gauche est plus dans les mots, dans la logique du coup du parler, qui est donc plus analytique et plus... donc voilà, on pourrait schématiser verbalement comme le côté gauche, c'est le côté dictionnaire, théorique, le côté droit, le côté pratique, relatif au nous. Voilà, c'est ça. Perrine, tu as quitté le domaine des neurosciences. Pour quelle raison? J'ai quitté le domaine de la recherche. En tout cas, j'ai pas continué après ma thèse, parce que j'ai terminé la thèse avec une burn-out. Donc, premièrement, ça a été une grande réflexion de est-ce que je termine ou pas. Finalement, j'ai quand même soutenu. Mais je me suis rendu compte que j'étais pas faite en fait, pour continuer dans le monde de la recherche. Et il y avait une burn-out, c'est une perte de sens. À un moment, j'ai perdu pied, j'arrivais plus à comprendre où était ma place en fait là-dedans. Et surtout que le domaine de la recherche, le domaine expérimental,
est devenu pour moi un peu trop appliqué ou trop expert. En fait, et c'est un but de la science, c'est-à-dire d'aller décortiquer une question pour aller au plus loin. Mais en fait, ça ne me convenait pas parce qu'il y avait plus la place pour l'ouverture, pour la transversalité, pour aller chercher dans d'autres domaines, que ce soit des sciences, des neurosciences, mais aussi du coup des autres sciences à côté, et aussi plus globalement au niveau sociétal, au niveau psychologique en fait. En tout cas, pour moi, il n'y avait plus la place d'explorer ça. Plus la place, plus le temps, plus l'argent, plus les financements, parce que c'est ça aussi. Et donc, du coup, en fait, je ne me trouvais plus à l'aise en fait, dans ça. C'est ça qui m'a coûté beaucoup au niveau psychologique à ce moment-là. Et qui a fait cette décision. Ouais. Oui, c'est l'un des inconvénients depuis les Lumières. Tout est tellement spécialisé dans un domaine bien précis que du coup, on peut plus se concentrer sur le quoi que pourquoi et à quelle fin. Et par la suite, on perd la globalité. Ouais, on perd l'approche systémique en fait, et c'est pas que globalement dans le domaine des sciences. Et en fait, c'est vrai que moi, ceux que j'admirais comme auteur ou comme découvreur, c'était pour moi les génies des sciences, et ils ont toujours été multiples. C'est-à-dire qu'ils se posaient à la fois les questions dans leur domaine, dans un domaine scientifique, mais aussi en littérature, dans l'art. Quand on parle par exemple, Léonard de Vinci ou j'en ai remercié pas mal dans ma thèse de grands auteurs comme ça, Avicenne, qui avaient cette capacité d'avoir une vision du monde qui était intégrée. D'être multicasquette. Les derniers grands génies reconnus étaient Newton et Leibniz, qui étaient aussi philosophes. Oui, voilà. Et ce côté philosophique, en fait, on le retrouve de moins en moins dans la recherche. Et même moi qui avait essayé justement de faire des tables rondes sur quelle était la place du chercheur dans la société, par exemple, j'y voyais plus d'intérêt dans le regard de mes collègues. Se poser cette question-là ne permettait pas d'avoir une publication derrière. Donc après, c'est à nuancer, c'était peut-être aussi l'environnement dans lequel moi j'étais, parce qu'il y a des gens pour qui j'ai beaucoup d'admiration aussi actuellement, par exemple Antonio Damasio, qui lui est aussi neuroscientifique, et qui fait aussi ce lien avec la philosophie, avec... Damasio. Scientifique. Oui. Ah non, Damasio. Ah oui, c'est pas le même. Non, je te parle de Antonio Damasio. Qui écrit des bouquins justement sur l'aspect des émotions, pour comprendre comment le cerveau fonctionne, pour comprendre comment les émotions fonctionnent, pour comprendre comment la société fonctionne, comment les cultures fonctionnent. Spinoza. Spinoza. Je ne connais pas ce monsieur. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour Spinoza. Entre sa vision du déterminisme et son analyse de la pensée humaine et par ses émotions et son histoire, juif, excommunié à cause de ce qu'il disait. Spinoza avait raison. J'adore le titre. Et les neurosciences d'aujourd'hui confirment les dires de Spinoza d'hier. Je trouve ça incroyable. Tous les philosophes sont incroyables. Certains, Lucius. Je suis sûr de t'avoir déjà dit de ne pas ramener des gens chez moi. J'habite aussi ici. Je suis sûr de t'avoir déjà dit de dégager. Lucius Aurelius. Luther. Poète. Philosophe.
écrivain, excellence des rings, roi sans couronne, dépeceur de loups, conférencier, youtubeur, etc. etc. Et toi? Qui es-tu? Perrine Kretz. Docteur en neurosciences. Doctoresse. Et dans quel centre de recherche tu taffes? Je travaille pas à la recherche actuellement. Et tu fais quoi alors? Clown? Le théâtre, c'est 2 visages, pas 3. Pourquoi tu me parles de théâtre? Ça c'est Hécate, la déesse à 3 visages de la sorcellerie. Alors, fais gaffe à toi. Je connais pas toutes les mythologies. Pourtant, c'est de la mythologie grecque. Grec? Mais je ne connais pas. Ah bah, faut peut-être revoir tes classiques. Bon, on va s'arrêter là. Perrine, merci à toi. Un grand plaisir. J'espère pouvoir converser avec toi sur Spinoza et neurosciences. Je pense qu'il y a de belles choses à l'horizon. C'est un grand plaisir pour la prochaine fois. Tu reprends ton micro. Pardon. À la prochaine. Je l'aime bien. J'aime pas. Tu ne ramènes plus jamais ici. Si tu la connais pas, c'est sûr qu'elle n'est pas dans une langue. Ouais, je vois. C'est un peu mon âge. Voilà. Je peux pas connaître tout La le monde. merde. Ah, mais là! Lego. Bien. C'est intéressant. Amis du soir, bonsoir. Je vends mes services pour pas cher et pas nécessairement de l'argent.